Est-ce que vous avez déjà refusé de pratiquer l'euthanasie? Est-ce que vous avez déjà refusé? Le débat sur l'euthanasie a très récemment été relancé. Une loi australienne datée du 1er juillet dernier autorise en effet l'euthanasie dans l'une de ses provinces. C'est le 22 septembre, c'est encore très frais. Un homme, Bob Dent, un citoyen australien de 66 ans, atteint d'un cancer particulièrement évolutif, est mort à la suite d'une injection fatale. Alors, le débat sur l'euthanasie reste enfoui dans les consciences du monde entier, peut-on dire, mais c'est la première fois en tout cas qu'un État autorise, en tout cas dans l'une de ses provinces, sous forme explicitement législative, le recours à ce qui ressemble souvent à un crime pour les uns, mais à une liberté pour les autres. La question, vous l'avez compris, donc, est l'objet du débat de ce soir. D'un continent à l'autre, les autorités se montrent pour la plupart réticentes à l'utilisation de toute forme d'euthanasie, même si des pays comme la Hollande, dont il sera évidemment beaucoup question ce soir, ont légalisé de fait cette pratique sous une forme très surveillée où le médecin qui pratique l'euthanasie n'est jamais à l'abri d'une enquête du procureur. Les consciences sont donc partagées. Il sera donc question ce soir de responsabilité individuelle, de responsabilité collective, de souffrance. Vous savez que notre pays tarde à rejoindre le peloton de tête en matière de soulagement de la douleur, d'éthique, de morale. Bref, il sera beaucoup question de qualité de la vie, mais également de qualité de la mort, bien sûr. En attendant de vous présenter tous nos invités qui sont ici ce soir, de vous présenter nos reportages qui devraient vous en apprendre beaucoup sur cette pratique, je vous répète encore une fois, clandestine en France, mais des médecins nous diront que ça se pratique beaucoup et plus légalisé ailleurs, comme c'est le cas en Hollande. Je vais vous demander d'accueillir celui qui jouera un double rôle dans notre émission de ce soir, comme le veut la règle de notre émission, celui qui sera le premier spectateur et le dernier orateur, le commentateur final. C'est un peintre, un écrivain, un intellectuel engagé qui vient de publier chez Robert Laffont Le Messie, une sorte de puissante fresque qui évoque sur un mode romanesque la première tentative de création de l'État d'Israël au XVIe siècle. Mesdames et messieurs, Marek Alter est avec nous. Marek Alter, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alter. Un mot peut-être sur ce que vous attendez de l'émission de ce soir? Écoutez, c'est une émission grave, importante. Et quand j'ai reçu votre invitation, j'ai pensé aussitôt à une histoire que je n'ai jamais racontée. La mort de ma mère. Elle est morte il y a 15 ans, 16 ans. C'était une belle femme de caractère, c'était un poète yiddish. Et elle avait une maladie, elle était condamnée, d'après tous les médecins, elle était condamnée. Et on l'a entretenue en vie, elle avait plein de tuyaux, des transfusions. Et puis, au bout de quelques mois, sa peau devenait de plus en plus dure, on ne trouvait plus les veines. Donc la dernière fois, je me souviens, un interne a essayé de la piquer, il ne trouvait pas la veine, et il a piqué pendant plus d'une demi-heure. Enfin, il a enfoncé l'aiguille, il est parti. Et elle m'a souri, elle a retiré l'aiguille, et elle m'a dit... Ça suffit, je voudrais mourir dignement. Elle m'a demandé de lui apporter sa trousse de maquillage, elle s'était maquillée, pour être belle pour ses amis. Et elle s'est endormie. Cette histoire m'a travaillé pendant des années. Et quand j'écrivais ces livres dont vous venez de parler, où je parle de ces personnages, David Rouveni, j'ai trouvé dans sa vie une histoire vraie. Il était touché par la peste, et à l'époque, au XVIe siècle, la peste était mortelle, c'était fini. On ne les soignait pas, les gens qui étaient malades de la peste, on ne s'approchait pas parce qu'on avait peur de contagion. Or, il a survécu parce qu'il y a une femme, la sœur de médecin du pape, est tombée amoureuse de lui, l'a soignée, elle s'était dévouée et il a guéri. C'était le miracle à l'époque. Donc, je ne vais pas tirer de conclusions de ces deux histoires. Vous posez la complexité du débat, en tout cas. Oui, je voudrais soumettre ces deux histoires à votre réflexion. Merci. Vous intervenez quand vous voulez au cours de cette émission. Et puis, à la fin, vous aurez une mission difficile, celle de venir nous rejoindre ici et puis d'apporter le commentaire final à tout ce qui aura été dit. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ben Krul est avec nous aussi. Ben Krul est un médecin hollandais qui a donc fait le trajet pour être avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Krul. Médecin généraliste... À Leiden, aux Pays-Bas, vous pratiquez l'euthanasie, qui est donc légalisée de fait, comme je le disais. On rentrera en détail sur la législation dans quelques instants avec un document. Depuis juin 1994, pourtant vous pratiquez l'euthanasie depuis longtemps. Depuis combien de temps? J'ai fait la première fois l'euthanasie 18 années passées. À ce moment, c'était aussi, comme maintenant en France, interdit. Oui. Vous l'avez fait quand même? Oui, quand même. J'ai avec deux responsabilités, un du patient et un comme Hollandais, peuple. Et le patient
à la première pour moi. Voici un extrait du reportage que nous avons tourné il y a quelques jours en Hollande pour savoir exactement concrètement de quoi on allait parler quand on parle d'euthanasie, qui signifie littéralement mort douce ou mort lente, et qui, contrairement au suicide, ne peut se faire sans l'accord, sans la complicité d'une tierce personne. Le docteur Krul est généraliste à Leiden, entre Amsterdam et La Haye. À 44 ans, ce médecin est le premier à avoir pratiqué l'euthanasie dans sa ville. La première fois que j'ai préparé la solution à injecter dans les veines pour une euthanasie, ça s'est passé dans la cuisine du patient. Mais c'était une très mauvaise idée. Maintenant, je prépare cela directement dans mon cabinet. Je pense que la meilleure solution, c'est d'utiliser un cathéter avec une grosse seringue comme celui-ci, et puis ensuite de le fixer sur le bras, juste comme ça. L'euthanasie est aujourd'hui tolérée aux Pays-Bas, mais paradoxalement, le code pénal prévoit toujours une peine de 12 ans d'emprisonnement pour les médecins la pratiquant. On reviendra sur le cadre juridique parce qu'évidemment, si on ne légalise pas aussi facilement l'euthanasie dans beaucoup de pays, c'est pour des risques de dérive qu'on pourrait évidemment rencontrer sans protection particulière. On va commencer cette émission, c'est assez exceptionnel, par le témoignage de quelqu'un qui n'est pas présent sur le plateau. Ça n'arrive jamais dans cette émission. Pourtant, il s'agit d'un chanteur célèbre que j'avais invité il y a 18 mois maintenant pour participer à une émission qui concernait les victoires de la musique. On l'avait intitulé À côté des victoires, beaucoup de chanteurs étaient venus. J'avais contacté celui-ci, il m'avait dit non, je ne viendrai pas parler de ça, mais en revanche, je viendrai volontiers parler dans une émission qui concerne l'euthanasie. Il s'agit de Dave, qui a tué sa mère, pour reprendre ses propres termes. Dave est hollandais, il l'a donc tué, pour reprendre ces termes, dans un cadre tout à fait juridique. Il ne regrette pas, il soulève de nombreuses questions sur le doute, sur l'ambiguïté, sur les perversités que peut comprendre cette démarche. Voici donc cet entretien avec Dave que nous avons enregistré il y a quelques jours à Paris. Ma mère m'a eu assez tardivement, donc elle est partie à l'âge de 79 ans, en 1990, il y a donc maintenant 6 ans. Elle a eu un cancer généralisé avec une rapidité incroyable. Et donc, elle souffrait beaucoup. Il est vrai que la Hollande, contrairement à la France, en vouloir être vache avec la France, sont beaucoup plus à la pointe de la science pour que les gens ne souffrent pas. Parce qu'il paraît quand même en France, on est un petit peu plus frileux avec le traitement de la douleur. De la douleur, oui. Mais elle nous a quand même fait comprendre à un moment qu'elle avait vraiment marre et qu'elle voulait plus vivre. Quand je dis à nous, c'est parce que j'ai 2 frères et une sœur qui étaient là. Et c'est là où c'est un petit peu pervers et ambigu. Ça veut dire que plusieurs fois, nous sommes venus, ma sœur d'Italie et moi de Paris, parler donc à Amsterdam, pour rien. C'est horrible à dire, pour rien. C'est-à-dire que, en fait, c'était pas encore le moment où ma mère allait. C'est qu'on vous annonçait que votre maman voilà, allait mourir. Et on disait non, ça va encore, etc. Et donc, quand ma mère nous a demandé à un moment, mais de demander au médecin de pratiquer l'euthanasie, on avait vraiment peur qu'elle disait ça pour nous arranger, quoi. C'est là où c'est très, très, très ambigu, parce que une maman veut faire plaisir à ses enfants jusqu'à la fin, jusqu'à vouloir mourir pour arranger tout le monde, quoi. Donc on était vraiment très, très mal. Et je sais que maintenant, en Hollande, il faut, en tout cas, l'avis de deux médecins. Il faut que, évidemment, la personne en question lui-même, dans la mesure où il peut, il ou elle peut, il faut qu'il la demande. Et puis qu'il exprime le fait de vouloir mourir. Oui. Au moins qu'il l'a fait déjà avant, quand... On peut en parler, moi je pourrais déjà dire aujourd'hui, évidemment, si jamais je souffre, aidez-moi. Mais en France, je sais que ça ne suffit pas. Mais là, j'ai donc assisté à la fin de ma mère, et c'est évidemment... je dois dire aussi qu'au moment où on a changé donc le perfum, parce que c'est ça l'acte, c'est ça, c'est ce petit robinet qu'on ouvre un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste. À ce moment-là, le corps de ma mère, en effet, ne me touchait vraiment plus. Ça, j'ai pu le dire à des amis qui ont été dans cette situation-là. C'est vraiment une enveloppe, quoi. On s'en fout. Ce n'est plus elle. Mais est-ce qu'elle vous parlait quelques minutes auparavant? Elle me parlait aux médecins. Les médecins qui avaient des larmes qui coulaient, il faut croire qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de le faire. Et c'est ma mère qui a tapoté le médecin sur le joue pour lui dire « Mais allez-y, mon vieux ». C'est totalement incroyable, quoi. Et vous étiez là avec vos frères et sœurs? Il y avait... Ben, absolument. Mes 2 frères, ma sœur et moi, nous étions là. Et comment s'est passée la nuit d'avant? Ben, c'est-à-dire que c'est assez incroyable, c'est monstrueux. Il y avait, suivant l'explication que mon frère aîné m'a donnée, un problème avec le surveillant, l'officier de justice qui gère les soirs, et on nous a annoncé que ma mère allait disparaître, enfin, elle allait mourir, disons le mot, quoi. Elle allait mourir à 21h le soir, et finalement, ça a été le matin. Donc,
C'est mon frère qui a dit à ma mère, que je trouve ça totalement surréaliste. Quand, maman, tu ne meurs pas ce soir, tu meurs demain matin. Et ma mère a dit, ah bon, d'accord. Parce qu'elle était totalement lucide. Totalement lucide, peut-être quand même aidée avec des morphines et autres, mais elle est très, très, très lucide. Comment vous avez vécu cette nuit, vous? Ben, c'est-à-dire que moi, je suis resté avec elle toute la nuit et... je ne peux pas en parler plus, c'était ça, parce que c'est vraiment trop personnel. Mais je n'ai pas assisté lucidement à ma naissance, mais j'ai assisté à la mort comme ça. Je trouve ça en même temps formidable et en même temps, j'ai eu des énormes doutes quand même. Parce que c'est vraiment quelque chose de très pervers, quoi. C'est très dangereux. Et je comprends qu'en Hollande, finalement, ils ont quand même du mal à légiférer là-dessus. Qu'est-ce qui est pervers selon vous? On peut être tout à fait intègre et honnête et dire, voilà, il veut mourir, nous sommes tous d'accord, les médecins sont d'accord, mais il peut y avoir dans le subconscient des raisons qui font que c'est pas si clair que ça. Bon, imagine que ça dure 2 ans, j'ai dit 2 ans, là. 2 ans où vous venez, vous repartez, vous venez. Au bout de 2 ans, vous allez dire, ah, bah, dis donc, on va peut-être aider un peu, non, il y en a marre. C'est dangereux, ça, quand même. Donc la perversité, c'est qu'il pourrait y avoir de l'égoïsme derrière cet acte, c'est ça que vous voulez dire? Oui, quelque part, oui. D'autres en parleront mieux que moi. Dans notre cas, c'était heureusement pas comme ça. Par contre, je dois vous avouer qu'après l'autopsie, j'ai su que ma mère était envahie par le cancer, si on peut dire. J'ai quand même fait ouf, quelque part. Parce qu'imaginons que vous apprend... D'ailleurs, ils le diront peut-être pas, mais finalement, c'était que le foie et on aurait peut-être pu faire quelque chose. Vous vous sentez mal, quand même. Je trouve ça, c'est pas clair, quoi. Alors ça veut dire que ça entretient le doute, c'est-à-dire que vous avez eu des doutes jusqu'au bout et que vous avez encore des doutes rétrospectivement aujourd'hui? Oui, quelque part. Concernant vos autres amis, est-ce que là, cette fois, vous avez... le médecin vous a posé des questions, vous a demandé votre opinion, vous a fait comprendre que vous aviez un rôle à jouer? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que dans le cas d'un de mes plus grands amis qui est mort en 1990, était clair dans la mesure où notre ami, ce n'était plusieurs quand même autour de lui, avait déjà fait une tentative de suicide très sérieuse. Ce n'était pas un appel au secours, c'était vraiment une envie claire d'en finir, de ne pas vivre justement ce qu'il a finalement vécu parce qu'on l'a sauvé contre son gré. Là, je n'ai jamais eu de doute. Il était dans un état d'échéance tel que... Ce qu'on appelle un sida en phase terminale. Phase terminale, avec tout ce qui va avec, on a supplié les médecins de l'aider. Et c'est là où on a eu cette réponse, pour nous étonnante, parce que c'était ma première expérience. Mais écoutez, comment voulez-vous? Vous êtes là tous les jours, ne venez pas. C'est quand même assez exceptionnel. On a parlé entre nous et on s'est dit, mais peut-être qu'il ne faut pas qu'on y aille demain. Vous n'y êtes pas allé demain. Et puis on nous a téléphoné pour dire votre ami est mort dans la nuit. Donc là, c'est bien une preuve que ça se pratique, mais il ne faut pas qu'il y ait de témoins, quoi. Mais là, dans les cas de ce que j'ai vécu avec des amis vraiment très très proches qui sont morts de sida, qui avaient vraiment plus aucune espérance de vie à ce moment-là et qui souffraient et qui vivaient d'une manière totalement inacceptable, quoi. Là, je n'ai aucun doute, aucun regret et j'aimerais même que ça s'arrange un peu mieux en France parce qu'on sait très bien que l'euthanasie se pratique dans tous les hôpitaux de France. Heureusement. Ça, c'est un peu hypocrite, quoi. C'est peut-être un petit peu français. Dave, c'est incroyable quand même qu'il y ait si peu de personnes qui acceptent de parler d'euthanasie, que vous en parliez. Bon, ça, c'est une chose. Mais ça vous inspire quoi, vous, d'avoir participé passivement, évidemment, mais 5 fois à la mort de 5 personnes que vous aimiez vraiment? Ça m'inspire quoi? Ça m'inspire une phrase de Woody Allen qui dit je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Puisque Dave a apostrophé Dieu dans sa dernière intervention, je vais donner la parole à un de ses représentants, le père Denis Lédegard, qui est avec nous quelque part. Où êtes-vous, mon père? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je pensais pas vous voir habillé comme ça, exactement.
Vous avez été infirmier anesthésiste pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous êtes aumônier dans un hôpital. Vous accompagnez à la mort des gens dont le sort ne laisse plus beaucoup de suspense, des gens qui sont atteints d'un sida en phase terminale, d'un cancer dont ils ne reviendront plus, même s'il y a toujours des doutes, comme d'ailleurs Dave l'a exprimé dans ce reportage. D'abord, votre réaction à ce qu'il a dit sur Dieu, puis de manière générale. Par rapport à Dieu, je suis très respectueux de la pensée de chacun, et dans l'hôpital où j'œuvre tous les jours, je laisse à chacun le soin d'avoir l'idée de Dieu qu'il veut avoir ou non. En tout cas, je dis donc que je suis très respectueux. Par contre, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que nous dit Dave, moi j'ai à peu près accompagné une centaine de personnes qui sont mortes du sida. Parmi les 100 personnes, je n'ai eu aucun des malades qui a demandé l'euthanasie. Parce que tout simplement, lorsqu'on s'occupe de la douleur, lorsqu'on s'occupe de leur anxiété, lorsqu'on est présent, je dirais 24 heures sur 24, lorsqu'on permet à la famille d'être là, lorsqu'on met des lits de camp dans des chambres d'hôpitaux, justement pour assurer cette tendresse, cette affection, la demande de l'euthanasie se pose dans d'autres termes. En tout cas, c'est un peu ma première réaction face à ce que j'ai vu. D'accord. On comprend indirectement, Denis, que vous êtes opposé à la légalisation de l'euthanasie en France. Je crois comprendre aussi que ce n'est pas seulement pour des raisons religieuses. Moi, je suis opposé à l'euthanasie, je l'ai dit. C'est pour des raisons personnelles aussi, parce que je réfléchis, et aussi en lien avec le sens que je donne à ma propre vie. Bon, je suis prêtre, je suis croyant. Je crois que la vie est un don. Pour moi, c'est un don qui m'est donné par Dieu, mais ça me concerne. Et je crois que la vie est aussi quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Or, si la science la met en route et la supprime quand elle veut, on l'ampute de quelque chose, et ça me gêne. Ça se pratique, l'euthanasie en France? On arrive à un acte euthanasique, je pense que c'est toujours un échec. Monsieur Krul, est-ce qu'il est fréquent que la famille émette le désir, en accord avec le malade, d'agir elle-même? La demande souvent est faite. Mais je voudrais déjà dire deux choses qui, à mon avis, qui sont différentes de la réalité. C'est-à-dire, lorsqu'un patient se rend compte qu'un médecin ne réagira pas à sa demande de pratiquer une euthanasie, il n'en parlera jamais avec lui. Parce que lorsqu'on sait que son médecin traitant est ouvert à cette idée et pourrait éventuellement aussi faire l'acte, alors le patient en parlera très doucement et il ressent, il palpite en quelque sorte le médecin pour savoir s'il y a une ouverture. C'est un peu la réponse aux prêtres que je voudrais donner. Les autres qui sont anxieux, je ne pense pas que les gens qui sont anxieux choisiraient l'euthanasie. Au contraire, je pense que les gens qui ont demandé l'euthanasie n'avaient pas peur de la mort, bien au contraire. Donc, alors, reportage qu'on a été tourné avec vous en Hollande ces derniers jours. C'est vrai que si on accepte un État, une province du territoire australien, et encore depuis peu de temps, depuis cet été, la Hollande est certainement le pays le plus en pointe, si on peut dire, concernant donc l'euthanasie. Pays pionnier, les débats sur le sujet ont commencé dans les années 60, très tôt. Les lois ont été votées en 94. Pays aussi où l'on parle peut-être le plus facilement d'euthanasie. Regardez ce reportage d'Emmanuel Retz et de Gilles Couder qui, à mon avis, devrait ouvrir les portes des conversations juste après. La Hollande, un pays européen résolument pas comme les autres. Après avoir dépénalisé les drogues douces, le gouvernement a légiféré sur le délicat problème de l'euthanasie. Jacqueline Vesselius est journaliste indépendante à Amsterdam. Pour elle, les Hollandais disent à voix haute ce que le reste de l'Europe pense tout bas. L'euthanasie est quelque chose qui se pratique beaucoup dans d'autres pays, mais qui ne se dit pas. Mais en Hollande, le calvinisme ambiant veut qu'on dise ce qu'on fait. Il ne faut pas mentir, c'est pas bien de mentir. Donc il faut le faire ouvertement. Puis en même temps, il y a une sorte de fierté d'être les premiers. Quelque part dans un quartier résidentiel d'Amsterdam, c'est là qu'exerce le docteur Delprat. Dans sa famille, on est généraliste depuis des générations. Lui a décidé de pratiquer l'euthanasie. Il y a des douleurs qui sont tellement graves et lourdes qu'avec toutes les possibilités qu'on a dans la main maintenant, ce n'est pas toujours de donner des traitements efficaces. En Hollande, aujourd'hui, tout le monde peut demander de mourir sans problème.
Pour en finir, plusieurs méthodes. L'une d'elles est une potion mortelle préparée par le pharmacien. On appelle cela la bouillie. Quand une bouillie est avalée, ça prend entre 10 minutes et quelques heures avant que la vie se termine. Et c'est moi qui est à côté de malade. Une fois qu'il a pris la bouillie? Oui. Et je demande toujours qui est-ce que vous voulez qui est avec moi pendant la phase de terminer la vie. Personne, ou un mari, ou un fils, ou une amie, ou quelqu'un. Pour mettre fin à la vie, je crois que c'est le médecin général, s'il peut faire ça, s'il est d'accord avec lui-même de résoudre ses problèmes, je crois qu'il connaît les gens, il connaît la famille, il connaît la maison, il connaît les circonstances, pour ainsi dire. Et à mon avis, c'est lui qu'il faut le faire. Le docteur Ben Krul est généraliste à Leiden, entre Amsterdam et La Haye. C'est le premier médecin à avoir pratiqué l'euthanasie dans sa ville. Il a connu au début des moments difficiles. Je me rappelle d'une patiente il y a très très longtemps. À cette époque, les différentes techniques pour pratiquer l'euthanasie n'étaient pas encore totalement au point. J'avais donné à cette dame, à ce moment-là, beaucoup de Valium pour qu'elle plonge dans un coma profond, ce qui est en général le premier stade de l'euthanasie. Mais le Valium n'a eu aucun effet sur cette femme et elle n'arrêtait pas de se réveiller. Et pendant ce temps, il y avait toute la famille qui attendait autour du lit. Ce fut vraiment un moment très pénible pour moi. Mais finalement, elle a quand même plongé dans le coma et j'ai pu faire la dernière injection afin de paralyser les muscles. Pour le docteur Krul, la meilleure méthode reste l'injection. Une première piqûre pour endormir le malade, une seconde seringue remplie de curare qui provoque la mort dans les instants suivants. La meilleure méthode, je pense, c'est la mienne, et c'est la suivante. Au début, j'introduis cette grosse aiguille dans la veine du bras. Pour un docteur, c'est vrai que c'est difficile de pratiquer l'euthanasie, car il faut le faire avant tout proprement. Vous devez piquer directement dans la veine, car sinon ça saigne beaucoup et c'est difficilement supportable, aussi bien pour le malade que pour le docteur. La meilleure solution, c'est donc d'utiliser un cathéter, de le fixer ensuite sur le bras de cette manière, comme ceci. Ensuite, je m'arrête, et là c'est le moment pour la famille de dire adieu. C'est souvent un moment très émouvant. Et ensuite, comme l'aiguille est déjà au bon endroit, c'est très facile. Il n'y a plus qu'à injecter le produit mortel dans la veine. Aux Pays-Bas, l'euthanasie est réglementée depuis juin 1994, mais reste punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans d'emprisonnement. Seule l'autorité judiciaire est habilitée à décider après, soit de poursuites éventuelles, soit du classement de l'affaire. Le système fonctionne relativement bien, si ce n'est que je pense qu'il y a toujours des médecins qui... Parce qu'il faut faire une déclaration, hein, il faut déclarer au procureur qu'on va commettre un acte d'euthanasie et ensuite il y a forcément une enquête. C'est pas toujours très agréable pour les parents, ni pour le médecin, mais on dit que c'est un moindre mal, que c'est comme ça que ça doit se passer. Martine Cornélissé est psychologue à la NVVE. Cette association forte de 100 000 membres fait pression sur les politiciens pour que les médecins qui donnent la mort ne soient plus jamais considérés comme des criminels. Partisane de l'euthanasie active, elle a toujours sur elle sa déclaration de volonté. Je le porte toujours avec moi, c'est ça. C'est mon document d'euthanasie. Je ne suis pas malade et je ne suis pas suicidaire. Mais s'il m'arriverait un accident de la route, par exemple, et je me retrouverais dans un coma, c'est tout à fait clair pour ceux qui me trouvent. Je refuse le traitement et je demande l'euthanasie.
À ce jour, malgré plusieurs procès, aucun médecin n'a purgé une peine de prison ferme. Tous les ans en Hollande, 2000 personnes mettent un terme à leur souffrance grâce à l'euthanasie. Et depuis 20 ans que je pratique ce métier, jamais je n'ai rencontré une famille qui m'ait dit que ça n'avait pas été la bonne décision. Voilà. Vous dites, madame. Non, mais dites. Je suis un peu gênée de tout ce que je viens de voir. Je trouve que bien que je sois tout à fait pour l'euthanasie, mais je trouve à la demande qui a été faite, mais des parents qui demandent à leurs enfants de participer. J'espère que je ne ferai jamais ça à mes enfants. Nos parents ne nous ont jamais demandé, ont toujours dit que de toute façon les enfants devaient être absolument tenus en dehors de bien qu'on connaisse intellectuellement leurs décisions, nous n'avons jamais su à l'avance quand ça se passerait et comment ils le feraient. Et tous ces détails techniques qui nous sont donnés me font, je reconnais, froid dans le dos, alors que pour nos parents, Madame, ça a été il s'agit de donner la mort, donc il faut savoir comment ça se passe quand même. Oui, mais nos parents nous ont dit comment ils l'avaient fait. Ils ont bu avec du champagne et c'était serein et c'était beau. Et nous n'avons pas assisté à leur mort, nous l'avons vu après. Vous voulez réagir là-dessus? Ah oui, moi je donne la parole tout de suite, monsieur. Je préfère évidemment qu'un docteur ou qu'un infirmier puisse me donner la mort au moment où je la lui demande. Mais en l'état, la législation fait de la personne qui écoute mon appel un criminel. Il est poursuivi pour homicide. Donc je ne peux pas, parce que je ne suis pas égoïste, demander à quelqu'un que je vais supplier de me donner la mort, sachant que par ailleurs je le fais condamner à une peine grave. Il sera suspendu, il ne pourra plus exercer la médecine. Bref, je le mets dans une situation morale épouvantable. Mais il est évident que l'idéal, dans la mesure où on peut parler d'idéal face à la mort, eh bien, c'est évidemment d'avoir un tiers et ne pas faire en sorte que sa famille puisse assister à cette situation qui est parfaitement douloureuse et qui est horrible même au plan de l'esprit. Mais il n'empêche quand même que parfois, l'honneur, la violence de l'amour que l'on porte à ses parents fait qu'on doit les aider si c'est nécessaire. On en revient au fait que c'est au médecin qu'il appartient de faire ce geste. Et c'est pour ça que nos parents ont dû le faire eux-mêmes. Ils n'ont absolument pas voulu nous impliquer. Et je comprends très bien la réaction de Mme Mattei qui disait qu'elle ne pouvait même pas lui mettre les pastilles, les médicaments dans la main de son père. Docteur. Ouais. Il y a quand même des choses à dire. J'imagine. Ça me heurte un peu. En fait, c'est très facile de tuer quelqu'un. Hein? Je veux dire, tout le business technique qui nous est présenté là est nul. Hein, et je le dis. Absolument nul. C'est très facile. Alors, excusez-moi, attendez, je voudrais dire deux choses. Je voudrais simplement dire... C'est très facile. D'accord, je vous donne la parole dans un instant, vous allez me dire comment. Mais je voudrais simplement qu'on ne fasse pas de ce monsieur qui s'est... Vous ne direz pas comment, d'accord. Que ce monsieur qui s'est déplacé de Hollande ne joue pas le rôle de l'éternel médecin hollandais qu'on pointe du doigt, que ce soit en matière d'euthanasie ou en matière de dépénalisation des drogues douces, s'il vous plaît, ne serait-ce que pour le respect d'un de nos concitoyens maintenant, que l'Europe existe. D'accord. Monsieur vous montre comment il travaille. Vous voulez siffler, monsieur? C'est pas très gentil. Je peux dire quelque chose? Attendez, je donne la parole au docteur Villon, je vais donner tout de suite. Donc, la première question, c'est techniquement, c'est très facile. De tuer quelqu'un, c'est très facile. Avec les drogues dont on peut disposer, c'est très facile. Bon, donc c'est pas un problème, ça. Donc qu'on nous raconte pas des techniques sophistiquées avec des cathéters et tout ça, non. Il nous raconte comment il fait. Il vous raconte comment il fait, c'est très bien. Deuxièmement, je vois pas comment un médecin ou un soignant avec un grand S, c'est-à-dire médecin puisse continuer à vivre logiquement ou avoir une relation crédible et fiable avec son malade si on sait qu'il pratique ça. C'est tout ce que je veux dire. Hein? Je ne vois pas comment un médecin peut envisager d'envoyer une injection de ce type-là et de le dire. Donc c'est deux choses. Après, on parlera d'autres choses si vous voulez. Non, mais là, je comprends très bien que... tout petit peu... Docteur, vous ne pourriez pas pratiquer l'euthanasie, vous ne pourriez pas le dire. Je ne pratiquerai pas l'euthanasie. D'accord. C'est pas parce que je ne le dis pas, je ne pratiquerai pas l'euthanasie. Pour moi, l'euthanasie n'existe pas. Docteur. Attendez, le docteur peut s'expliquer. Docteur Paul. En hollandais, c'est trop difficile de parler en français.
Faites-moi des réponses courtes, ce sera plus facile pour chacun de pouvoir suivre. Et je vous poserai des questions, j'en ai quelques-unes. Het lijkt heel technisch. Ça semble très technique, mais c'est le seul élément de l'euthanasie qu'on voit à la télévision. Mais il y a un accompagnement de mois, des semaines avant. Il faut s'imaginer qu'il s'agit d'un malade qui est extrêmement malade, qui lui-même ne veut que mourir, parce que tous les autres moyens qui ont été épuisés pour aider ce patient, et donc il ne s'agit pas souvent de la douleur réellement parlant, mais beaucoup d'autres éléments. Et la seule chose qu'on peut faire en tant que médecin n'est pas seulement de lui tenir la main, mais on a une autre possibilité et de se remplir et satisfaire à ses dernières volontés. Ça semble absurde, mais il faut l'avoir vécu, parce que vous ne parlerez pas de cette façon-là si vous l'avez réellement vécu de près. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça que ça se passe dans la pratique, et je soigne mes patients depuis le berceau jusqu'à la tombe. Est-ce que vous avez déjà refusé de pratiquer l'euthanasie? Est-ce que vous avez déjà refusé? Oui, bien sûr. Il y a certaines normes de sécurité et de précaution aussi qu'il faut... Donnez-moi un exemple. Un exemple de refus. Par exemple, le patient doit le vouloir lui-même, et non pas que la famille exprime cette volonté. C'est le malade lui-même qui doit exprimer cette volonté. Est-ce que vous avez refusé de pratiquer l'euthanasie aussi quand c'était à la demande du patient plusieurs fois? À ce moment, op dit moment, en ce moment, il y a un patient, j'ai un patient qui est très malade, qui est déprimé en plus, qui depuis un an demande d'en finir avec sa vie parce qu'elle dit il n'y a plus aucun sens pour moi de continuer à vivre, mais quelque chose en moi me dit qu'il y a d'autres moyens et d'autres possibilités. On réfléchit quand même énormément, on en parle avec des collègues médecins, c'est très important d'échanger ses avis parce que comme c'est libre aux Pays-Bas, on peut en parler avec les collègues, on peut en parler de l'euthanasie. Je pense que ce n'est pas possible en France. Beaucoup de patients que j'ai, de mes patients me disent je suis content de vivre aux Pays-Bas parce qu'on peut en parler, on peut échanger des points de vue. Et lorsqu'il est très nécessaire, on peut même appliquer l'euthanasie, mais aucun médecin aime réellement faire ça. On a bien compris. Je vous en prie, sénateur. Oui. Au docteur Révillon? Oui, j'ai très bien apprécié votre propos, docteur. Mais vous savez que vous pouvez opposer la clause de conscience à une demande. Elle est reconnue. Et la question que je vous pose est très simple. Est-ce que vous pratiquez ou vous ne pratiquerez jamais d'interruption volontaire de grossesse? Non, je crois que là, on change de débat, donc je refuse. Parce que ce sont les mêmes. En principe, ce sont ceux qui refusent l'avortement, qui refusent également le débat sur l'euthanasie. Je veux bien parler de comment je fais pour les malades en fin de vie, mais l'interruption de grossesse... Vous la pratiquez pas? C'est pas que je n'apprécie pas. Je pense que dans certaines circonstances, c'est des choses nécessaires, c'est des choses qui peuvent se faire. Je n'ai aucun a priori à ce niveau-là, mais c'est tout à fait un autre débat de ce qu'on parle ce soir. Je crois qu'il y a peut-être autre chose à faire pour un soignant que de simplement pousser une seringue. La nature humaine est très ambiguë. Et j'ai vu par exemple une malade qui disait j'en ai assez des chimios et je voudrais en finir, et en même temps regardez, on ne me soigne pas, je suis en train de maigrir, voilà. Alors je crois que ça demande une écoute extrêmement fine pour comprendre exactement ce qui se passe pour le malade. Et puis on s'aperçoit que dans son parcours, dans cette vie qui se développe, le malade évolue aussi. Je pense à un malade, un grand malade que nous avions soigné, qui a demandé à son médecin un médicament pour en finir. Bon, le médecin a prescrit. Nous avons continué nos soins. Il a parlé une ou deux fois de ce médicament, et puis il n'en a plus parlé. Et jour après jour, il nous disait « vous viendrez demain ». Et quand est arrivée la période plus ultime, il a dit « vous ne me laisserez pas ». Et il est mort de sa belle mort. Quand le sénateur dit « je voudrais avoir le choix »,
Je pense. Oui. Avoir vraiment le choix jusqu'au bout, quitte à, vous dites révocable, c'est-à-dire que vous pourrez changer d'avis, vous acceptez l'idée qu'éventuellement vous aurez peur au dernier moment. Absolument. Et que vous refuserez qu'on vous... Mais je crois que l'écoute va jusque-là. Mais qu'on peut combler d'autres demandes et d'autres désirs et que quelquefois la demande d'euthanasie tombe. D'accord, Ça, mais faut oui. savoir. Est-ce que vous acceptez l'idée que parfois elle ne tombe pas? Oui, absolument. Mais je rejoins Madame Larocque, je pense que ce sont des cas plus rares et je pense que dans ces cas-là, ça peut se passer entre le médecin et le malade. D'accord, donc pas de loi non plus. C'est la pratique. Seulement en 10% de cas de l'euthanasie, de demande de l'euthanasie, enfin, l'euthanasie est pratiquée. Seulement 10%. Vous avez entendu ce que dit... Une patiente, quand il peut demander pour l'euthanasie, et le docteur a attendu bien, c'est un bon sang pour le patient qu'il sait qu'il a fait la possibilité. Et c'est très important. Et après, avoir la possibilité, c'est très important. Et c'est-à-dire qu'il y a de l'euthanasie enfin. Ok. Quelques questions centralisées par Florian. Il y a une question d'Alexandre qui demande est-ce qu'une personne non hollandaise peut aller en Hollande pour subir une euthanasie? Docteur, vous pouvez répondre à cette question? C'est l'Europe, a dit quelqu'un? Beaucoup de médecins d'Hollande reviennent des lettres. Reçoivent des lettres? Ja, krijgen brieven uit. Reçoivent des lettres. Nederlandse dokters. Des médecins néerlandais, comme moi-même, pendant cette émission de télévision, on reçoit des lettres par exemple des personnes de France qui racontent qu'ils ont été dans un hôpital, qu'ils sont encore en hôpital et qu'ils ont demandé plusieurs fois l'euthanasie et qu'ils ne l'ont pas obtenue. Et j'ai même eu une fois qu'un homme qui était déjà dans ma salle d'attente, un grand malade, me demandant d'avoir une euthanasie. Je n'ai pas pu le faire, bien entendu, mais ça indique que beaucoup de souffrance n'est pas mis sur la table, on n'en parle pas, on le mentionne légalement, parce que la réponse est non. Légalement, vous n'avez pas le droit de le faire. Non. Je vais demander, puisque c'est la fin de cette émission, à monsieur Malek Alter de nous rejoindre. Vous voulez bien? Malek Alter. Un dur travail qui vous attend. Allez-y. Je vous écoute. Vous voulez que je dise ce que je pense? C'est dur, bien sûr. D'abord, il y avait deux parties dans cette soirée. La première, c'est les témoignages. Les témoignages sont extrêmement émouvants. J'avais très souvent des larmes aux yeux. Parce qu'on pose les problèmes, on pose des questions qu'on se pose chacun de nous. Un jour malade, un jour mourant, un jour au-delà. Ça veut dire, ne plus être là, c'est quelque chose de terrible. Quelle angoisse. On n'est pas les premiers à se poser cette question. Votre père parlait les Grecs, n'est-ce pas, ont trouvé une réponse, comme les Romains. Après, on a changé un peu tout cela. On avait droit de choisir sa mort à l'époque. Je ne sais pas si c'était mieux ou pas, j'en sais rien. Et puis, après, vous avez essayé de donner des réponses. Et là, j'étais partagé. J'étais partagé parce que le 2, vous avez raison. Alors, vous allez me dire, là, j'ai rejoint peut-être la majorité des téléspectateurs, c'est facile. C'est facile. C'est pas ce qu'on pense. Je n'ai pas vraiment de réponse. C'est que j'appartiens à une tradition pour laquelle ce qui est le plus important, c'est la vie. Il n'y a pas quelque chose de plus important que cela. Lévitique, Deutéronome nous répète à plusieurs reprises, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction, malédiction, c'est la vie que tu choisiras. On peut être croyant ou pas, c'est la vie que je choisirai toujours. Et puis, la valeur la plus suprême, la plus importante de l'homme, c'est sa liberté. Or, on nous dit qu'on n'est pas libre de choisir sa vie et sa mort. Là, ça me gêne. Alors, donner une loi pour cela, ça veut dire créer une législation, ça me gêne aussi. Parce que nous connaissons l'histoire, nous connaissons les époques
où il y avait des lois. Et on sait à quoi ces lois ont abouti. Je pense que je me battrais pour que chacun ait le droit de choisir sa mort, oui. Mais si je décide comme ma mère, ce n'est pas simple. C'est pas simple. Je ne l'ai pas aidé. Je vous ai raconté. Je n'ai pas alerté le médecin non plus. Je ne dis pas que je vis avec une bonne conscience. Je ne dis pas cela. Mais c'est notre problème. Ça veut dire tout ce que vous avez raconté, c'est plutôt... Vous avez parlé de vous, pas de ceux qui sont en train de mourir. Et je comprends. Et ils ne sont pas là pour nous dire... Ben non. Ben oui. Ça veut dire que nous on est malheureux, on ne voudrait pas les voir. J'ai vu dans votre clinique, je me demande si je voudrais... Je trouve que ce que vous faites, c'est extraordinaire. C'est admirable. Et en même temps, je ne sais pas si je voudrais venir dans cette clinique. Hôpital. Ou dans cet hôpital. Pourquoi? Parce que je verrai les autres. Ça veut dire, moi je me vois en vous comme dans un miroir. L'homme est universel. Et si je dois me voir dans un miroir, comme dans un miroir, dans ces personnages qui représentent déjà la mort, qui portent la mort en eux, vous les aidez, bien sûr, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ce que vous faites. Mais en même temps, je ne voudrais pas être comme ça. Alors, est-ce que j'aurais le courage de faire ce que vous avez dit, sénateur, hein? Je ne sais pas, je ne crois pas que je me soucierais. Vous ne croyez pas quoi, sénateur? Vous n'êtes pas sûr? Je ne sais pas, je ne suis pas assuré à 100%, mais peut-être... Non, mais moi, je suis presque sûr que je sais que je ne me soucierais pas. J'aime trop la vie, je m'accrocherai... Vous voyez que je l'aime aussi. Hein. Oui. Mais je pense que je me battrai pour que les hommes aient la liberté de choisir leur mort comme leur vie. Je ne voudrais pas qu'il y ait une législation, parce que j'ai peur d'une législation. J'ai peur, parce que j'ai peur des dérives de la loi. À partir du moment où il y aura un autre critère que notre conscience, là, il y a déjà toutes les possibilités imaginables. Supposons que je ne sais pas quel dictateur s'accapare de notre pays et utilise cette loi. Utilise cette loi pour liquider non pas les malades, non si pas un dictateur passe, généralement, il fera voter les lois qu'il voudra. Hein, j'en sais rien. Vous savez, Hitler a profité d'une loi qui a existé, qui a préexisté, qui n'a pas fait voter pour commencer à liquider les malades mentaux. Il y avait vraiment, c'était la seule fois où l'Église s'est levée, comme, ça veut dire aussi bien l'Église protestante que catholique, pour protester, il a reculé. Je voudrais, mon rêve, c'est peut-être le rêve de chacun de vous. J'étais opéré il n'y a pas longtemps du cœur. C'est une expérience. Oui. L'expérience, on vous ouvre complètement, on vous coupe. Hein, c'est quand même extraordinaire. On vous ouvre, on découpe, et en ce moment-là, on peut se demander où est l'âme. Pour ceux qui croient, où est l'âme? N'importe quel diableton peut s'introduire en vous, on vous referme et vous vous baladez avec. C'est quand même quelque chose de terrible. Et je me souviens, j'avais très mal, c'est vrai. Et quand j'étais donc sur la table d'opération, vous savez, un dernier moment, avant de vous endormir, et je me suis dit, au fond, ça aurait été tellement bien de ne pas me réveiller, de glisser tranquillement, sans... Je ne suis pas trop vieux, ça va, je me porte encore bien. Donc, peut-être j'aurai des angoisses après, je ne sais pas, qu'est-ce qui me... Les destins, vous savez, les destins d'un individu. Quelle vie me prépare les destins? Voilà, je suis sur la table, je suis bien, je glisse. Le toboggan. Tout à fait. Et en ce moment-là, c'est peut-être mon éducation. Je me suis dit quand même, il n'y a rien de plus beau que la vie. Et je me suis endormi et je me suis réveillé quelques heures plus tard, recousu complètement, et vous me voyez ici. Donc, peut-être ce que je vous dis ne répondra pas à vos angoisses, à mes angoisses. Certainement pas. Mais je répète, je pense que ce qui est le plus important, et je vais le répéter, même devant un bourreau, même sous la torture, il n'y a pas de plus beau que la vie. Il n'y a pas de plus beau que la vie. Et je m'accrocherai à cela. Mais la vie sans la liberté, ce n'est pas une vie. C'est plus la vie. Merci.